Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très ravie d'être ici aujourd'hui et je remercie toute l'équipe du SNU qui m'a accueillie. Voilà. Aujourd'hui, je voulais vous parler de moi et de mon parcours et des projets que j'ai pour l'avenir avec la jeunesse. Donc, déjà, je m'appelle Nella Boubol, j'ai 16 ans, je suis sur les réseaux sociaux depuis que j'ai 10 ans, à peu près. 11 ans, ça fait jeune. J'ai grandi aux États-Unis, j'ai passé 5 ans là-bas et voilà, j'ai ma famille, il y a ma mère qui est là. J'ai 2 grands frères, un petit frère, donc voilà, c'est juste le petit background, on va dire. Alors, je suis du coup sur les réseaux sociaux, j'ai commencé depuis assez jeune, comme je vous l'ai dit, parce que moi, ça a toujours été un endroit où je pouvais m'exprimer comme j'étais et me montrer en étant moi-même. Parce que, étant jeune, j'ai toujours été assez seule, j'ai jamais eu beaucoup d'amis. Au collège, je me faisais aussi harceler, donc ça, je vais en parler après. Et du coup, les réseaux sociaux, c'était vraiment un endroit où je pouvais exprimer mes idées, les choses que j'aimais dans la vie. Par exemple, je faisais de la gymnastique, et je le montrais beaucoup sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça a été vraiment un safe place, on va dire, pour moi, un endroit où je pouvais me retrouver, je pouvais exprimer tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais, en gros. Et du coup, comme je vous l'ai dit, étant jeune, j'ai été très seule. Je suis rentrée en France quand j'avais 11 ans, donc avant j'étais aux États-Unis. Et en rentrant en France, ma vie a un peu pris un tournant, on va dire. J'étais harcelée au collège, j'avais pas d'amis, je voyais personne, je me faisais moquer, machin. Et pendant le premier confinement en 2020, j'ai envoyé des photos intimes de moi à un garçon de ma classe parce que il me demandait que si je ne l'envoyais pas, il arrêtait de me parler et que voilà, c'est comme ça, envoie-moi sinon je te bloque. Elle a compris. Du coup, je l'ai fait et après, il l'a utilisé contre moi en revenge porn, donc c'est quand il partage dans tout le collège. Donc c'est assez lourd, surtout que j'avais à cet âge-là 12 ans, 13 ans. Et j'ai aussi subi cette année-là un viol de la part d'un fils des anciens amis de mes parents. Donc ça a été une année avec des événements très difficiles pour moi. J'ai connu des choses que je pense que je n'aurais pas dû connaître à mon âge. J'ai été confrontée à des choses de grand, à un âge où j'étais pas censée, voilà. Et j'en avais parlé à personne. À ce moment-là, j'étais un peu seule dans ces souffrances. J'avais personne à qui l'exprimer parce qu'à ce moment-là, mes parents n'étaient pas nécessairement très proches. C'est-à-dire que je pouvais leur parler, hein, mais pas de ça, c'était impossible, c'était la honte, j'avais peur, etc. C'est un peu la situation de beaucoup de jeunes aujourd'hui, de ne pas réussir à parler de leurs problèmes à leurs parents. Et donc, en 2021, en mars 2021, donc j'avais 13 ans à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien, j'étais au bout, je commençais à sombrer et j'ai fait une tentative de suicide. Et j'ai fini à l'hôpital. D'ailleurs, les circonstances et les conditions d'hôpital sont très compliquées. Hein. J'ai pas été prise en charge de manière très soigneuse, je sais pas comment dire, mais très bien. Voilà, c'était pas fou. Et donc, à partir de ce moment-là, de mars 2021, c'est là que l'enfer en soi a commencé. J'ai commencé à passer mes nuits à l'hôpital, je me faisais du mal, beaucoup. J'ai fait au total 4-5 tentatives par les médicaments ou par d'autres façons en réalité. Et en 2022, à peu près, je suis tombée dans des troubles alimentaires. Donc pendant un an, maintenant je m'en sors, maintenant ça va mieux, tout va bien. Mais pendant un an, ça a été très compliqué, c'est-à-dire que je me suis isolée, puis j'ai eu des relations amicales et amoureuses qui n'étaient pas nécessairement très bonnes pour moi, je pense. Et voilà, c'était 3 ans très durs, très compliqués pour moi. Et heureusement que j'avais le soutien de mes parents et de ma famille et de Dr Morin, ma psychiatre, parce que sinon je ne sais pas comment je m'en serais sortie à ce moment-là. Et donc, justement, par rapport aux réseaux sociaux, comme je vous l'ai dit, moi, c'était un endroit où je pouvais tout partager. Donc, quand j'allais mal, je partageais aussi ces moments de mal. Et d'un côté, c'était peut-être pas nécessairement très bien parce que je partageais vraiment toute ma vie sur les réseaux. Mais d'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce que je leur montrais, dans ce que je leur disais, et dans, on va dire, le malheur que je leur montrais. Et parce qu'il
je me suis rendu compte qu'il y a tellement de jeunes qui vivent des situations comme les miennes. Je ne suis pas un cas isolé. Que ce que je vous ai raconté, je ne suis pas la seule à vivre des choses comme ça. Il y en a tellement, il y en a un nombre énorme. Et moi, je l'ai vu dans mes vidéos, dans mes commentaires, dans mes messages privés. On m'envoyait des messages, on me disait, mais Niel, regarde, il m'est arrivé ça. Je ne sais pas comment faire, je suis toute seule, il n'y a que toi qui peux comprendre. Alors malheureusement, il fallait que je me soigne moi avant de soigner les autres, mais je me suis vraiment rendu compte de l'effet et de l'impact que toutes ces choses ont sur les jeunes et de la quantité surtout de la quantité de jeunes qui subissent des choses comme ça, qui n'en parlent pas, qui ne sont pas aidés, qui n'ont personne pour les aider, qui ne sont pas soutenus. Il y en a tellement et ça m'a juste rendu folle en soi. Et du coup, voilà, il y avait une énorme détresse que j'ai réalisée et donc depuis à peu près 1 an, on va dire, je vais mieux déjà. Je vais beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, tout va bien, je ne vais plus à l'hôpital, je me fais plus de mal, j'ai plus de problèmes alimentaires ni rien, donc ça va mieux. Et du coup, j'essaye de partager de la positivité sur les réseaux, j'essaye de partager mon soutien sur les réseaux sociaux, de donner des conseils, des choses qui m'ont aidé moi à aller mieux, des choses qui m'ont permis de parler de mes problèmes déjà tout simplement, de me comprendre. J'essaye d'envoyer des messages de motivation, de positivité à tous ces jeunes filles et jeunes garçons qui me suivent parce que la plupart sont quand même très très jeunes. Je me fais parfois reconnaître dans la rue ou quoi, et ils ont 10, 11, 12, 13 ans. Enfin, voilà, c'est quand même. Ils n'ont pas l'âge poil sur les réseaux, mais pourtant ils me suivent. Bref. Et donc voilà, moi ça m'a toujours fait du bien de partager mon soutien et de partager mon expérience parce que oui, je suis jeune, oui, j'ai 16 ans. Voilà, pour beaucoup, qu'est-ce que je peux connaître à la vie à mon âge, mais en réalité, je pense que j'ai bataillé pendant longtemps quand même. Et voilà, et mon père, comme Rémi l'a dit tout à l'heure, mon père s'est donné corps et âme, je sais pas comment c'est dit, mais corps et âme pour m'aider. Quoi ? Et ma mère aussi, mais attends, j'allais en venir. Et ils ont tout fait pour moi, et franchement, s'ils n'avaient pas été là, je sais pas où je serais aujourd'hui, je sais pas dans quel état je serais, en combien de morceaux je serais, et bah, si je serais là tout court déjà, mais et j'ai cette chance de les avoir eus auprès de moi. Et je sais que beaucoup n'ont pas cette chance. Beaucoup n'ont pas leurs parents disponibles, qu'ils soient physiquement disponibles ou émotionnellement disponibles. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le soutien de leurs parents. Et donc, déjà pour moi, honnêtement, je ne pensais pas finir l'année 2021. Pour moi, c'était la fin. J'étais morte en 2021. J'avais plus rester. C'était dur, c'était extrêmement difficile. Je suis restée des semaines en hôpital psychiatrique parce que voilà, j'étais un peu dangereuse pour moi-même, on va dire. Et donc voilà, je voulais vous donner mon avis par rapport à tout ça. Chez les jeunes, aujourd'hui, en étant moi-même jeune, il y a un gros manque de soutien et de compréhension pour eux. C'est quelque chose que moi j'ai remarqué dans ma situation. Et parce que mes parents, tous les deux n'étaient pas nécessairement, on va dire, présents dans ce genre de problème, moi avant que je passe à l'acte en 2021. Et quand je suis passée à l'acte, après ils se sont mis full time sur moi, j'étais leur priorité, donc voilà, ça c'était bien. Mais je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ne savent pas comment aborder leur enfant ou leur jeune, par exemple, c'est des zooms, des tantes, etc. Bref, leur garde des gardes, voilà. Mais ils ne savent pas comment aborder ce genre de sujet avec leurs jeunes parce que aujourd'hui on est fort pour faire semblant d'aller bien, c'est pas difficile, on colle un sourire sur notre visage, on dit oui ça va, très bien. On peut s'en sortir seul quand on a des épreuves difficiles dans notre vie, c'est pas impossible, il ne faut pas le dire, mais à quel prix et quel prix d'énergie, quel prix de temps. Donc, si on peut avoir le soutien de nos parents, de leur psychiatre, un psychologue, peu importe, il faut qu'on l'ait. Et sauf qu'aujourd'hui, cette accessibilité aux soins est très limitée. Enfin, je vais vous donner un exemple. Moi, quand c'était en 2022, je devais aller à l'hôpital, d'accord, donc j'étais vraiment pas bien, il fallait que je me fasse hospitaliser. On va à l'hôpital, j'étais avec mon père.
On est resté, je crois, 18h, 19h sur une chaise d'urgence à l'hôpital, à attendre qu'on me prenne en charge, qu'on m'envoie dans un autre hôpital psychiatrique. Et ben non, au final, après une journée d'attente, on m'a dit non, bah, désolé, il n'y a pas de place, nulle part. Vous rentrez chez vous. Ok, bah d'accord. Mon père qui était là. Alors vous me dites que j'ai une fille qui va sûrement se suicider, passer à l'acte, qui doit être prise en charge, que je ne peux pas la garder sous ma responsabilité, et vous me dites qu'il n'y a pas de place, comment on fait? Du coup, il m'a trouvé une place en hôpital à Rouen. J'en ai déjà eu au province pour que je me fasse hospitaliser. Mais c'était très compliqué. C'était des années difficiles. Et aujourd'hui, on est en train de se mettre à fond. Moi, j'ai plus d'envie aujourd'hui dans la vie, c'est d'éviter aux autres ce que j'ai pu vivre. J'ai pas tout vécu, mais je pense que j'ai connu quand même plusieurs bons secteurs. Que les jeunes qui sont très, très répétitifs, on va dire, chez les jeunes aujourd'hui. Comme le harcèlement, hein, tout simplement, le harcèlement, il y en a qui subissent le harcèlement à l'école, il y en a une tonne. Et donc on est en train de mettre en place, par exemple, si ça va arriver bientôt, mais une application pour soutenir les jeunes, donc je ne peux pas trop parler, mais vous verrez bientôt. On travaille beaucoup dessus, hein, on travaille très 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 fort dessus. Tous les jours on a un petit bout et tout. Bon, on est nombreux. Donc c'est sympa, moi ça me donne envie, moi ça me fait plaisir. Si je peux aider, tant que je peux aider, je le ferai, à mon échelle, je le ferai. Ça me fait toujours plaisir, bon, même si j'ai eu des phases un peu chiantes dans mon adolescence, mais c'est normal, hein. On a tous eu des phases d'adolescence. Et donc voilà, on est en train de mettre même en place des vidéos, on est en train de faire des contenus vidéo sur la santé mentale pour les jeunes, pour les conseillers et aussi pour les adultes, parce qu'aujourd'hui, le premier pilier qu'on devrait avoir si ça va pas, et même si ça va, c'est nos adultes, nos parents qui devraient être là pour nous aider, ou en tout cas les adultes qui s'occupent de nous. Donc si c'est, je sais pas, un oncle, une tante, un grand-parent, peu importe, c'est eux qui devraient être là en premier pour nous aider, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas compter sur les autres soutiens, et c'est pas l'éducation nationale de nous aider, c'est pas à eux de nous éduquer, de nous montrer nos valeurs, de nous faire aller bien, c'est pas vrai, c'est pas aux hôpitaux, les hôpitaux sont là pour nos familles, c'est pas là pour ça, c'est aux parents, à la famille d'être là pour nous en premier. Et donc on veut d'une part soutenir les jeunes, leur faire comprendre leur situation, les aider dans leur développement personnel, on va dire à notre échelle, à notre niveau, aux vidéos, plein d'autres choses en réalité. Et aussi éduquer les adultes sur les approches et les comportements à avoir qui peuvent être le plus utiles, en tout cas le plus efficaces vis-à-vis des jeunes. Parce que souvent il y a un adulte, un parent, une mère, on va dire une mère, qui veut parler avec sa fille, mais ça ne marche pas, leur discours ne colle pas, ils n'arrivent pas à discuter ensemble parce que l'approche de la mère, par exemple, ne va pas convenir à l'approche que la fille aimerait avoir. Donc nous, on est là pour essayer de lisser un peu cette approche et de faire que voilà, on arrive à ouvrir le dialogue, ouvrir les discussions et que tout se passe plus naturellement. On va essayer de rendre la jeunesse meilleure et d'éviter les problèmes que nous, on a pu connaître. Bonjour à tous, donc moi je suis Guerchaume, le papa de Miel. Et c'est très dur de passer après parce qu'elle est quand même hyper douée. Qui a 16 ans, elle a du potentiel. Alors, qui suis-je moi d'abord? Donc voilà, j'ai grandi en fait en banlieue parisienne, famille issue de l'immigration, assez modeste. Voilà, j'ai suivi mes études, ma scolarité d'ailleurs dans le service public. Et puis après tout ça, j'ai fondé un peu le circuit très normal, très standard. Hein, l'école, les grandes études, la famille. J'ai rencontré mon épouse qui est ici. Pour la petite anecdote, en 2002, on s'est rencontrés sur Internet. Vous voyez, les technologies, on connaissait déjà. Et ça marche, parce que ça fait quand même 22 ans. Et puis ensuite, j'ai développé mon activité professionnelle. J'ai été chef d'entreprise depuis toujours.
jusqu'à ce que je décide finalement, après 20 années de travail, de prendre de la distance pour profiter un petit peu. Et ça, c'était en 2019. Et en fait, les choses se sont pas tout à fait passées comme prévu. Miel nous a raconté un petit peu ce qui lui est arrivé. Alors, on a eu d'abord le Covid, puis ensuite tous ces éléments qui sont arrivés pour nous. Donc, comment ça se passe en tant que parent? Parce qu'en fait, la santé mentale des jeunes, en fait, ça ne concerne pas que les jeunes, ça concerne aussi leur famille, leurs proches. Il y a des liens de cause à effet. Si un jeune va mal, c'est aussi parce que il y a peut-être des choses, il y a des moments où on ne se comprend pas, on n'arrive pas finalement à anticiper leur bien-être et tous les problèmes sous-jacents qu'il peut y avoir. Et bon, quand on arrive comme ça, je me souviens très très bien de ce jour du 9 mars 2021, où j'étais pas à la maison, et mon épouse m'a appelé en pleurs en disant Miel a pris des médicaments. Et là, c'est le choc. Là, c'est vraiment choquant. Sur le coup, quand je vous assure, c'est vraiment une sensation en tant que parent qui est extrêmement violente. Parce que d'abord, on ne comprend pas. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a raté? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là sans rien voir venir? Mais elle, ça a toujours été une fille souriante, brillante. On n'a jamais eu de problème avec elle. On est une famille normale, peut-être une famille où tout se passait plutôt bien. Il n'y avait aucune raison, il n'y avait rien qui nous laissait penser que ce genre de choses allait arriver. Ce que je veux dire, c'est que ça touche tout le monde. C'est un phénomène universel. On a, quelle que soit la classe sociale, quelle que soit la région, en ville, en province, c'est un sujet universel. Donc là, forcément, on se pose des questions, et puis après le temps des questions, c'est le temps d'accompagnement. Et ça, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué parce que nous, on a 4 enfants, on y a 3 frères, et avec mon épouse, on a dû aussi faire s'organiser, essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place pour l'accompagner. Parce que je vous expliquais comment ça se passe quand vous sortez de l'hôpital. On vous donne un petit papier de 2 pages, et on vous dit débrouillez. En gros, je résume, c'est pas comme ça que ça se passe. On vous dit, voilà, on va vous donner une consultation au centre médico-psychologique, et puis c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne vous explique rien. On vous remet votre enfant de 24 heures en vous disant, voilà, la crise est passée, croisons les doigts pour que ça se passe bien. Voilà, donc ça, c'est déjà un vrai problème. Donc on a pu en fait mettre en place énormément de choses par nous-mêmes, puisqu'on n'était absolument pas conseillés, accompagnés, on a été vraiment livrés à nous-mêmes pour gérer tout ça. C'est aussi un parcours qui est extrêmement compliqué. Quand on a un enfant qui ne va pas bien, c'est toute la famille qui va s'y, tout le monde, que ce soit le couple, que ce soit avec les frères et sœurs, évidemment ça atteint tout le monde. Donc il faut beaucoup d'endurance, il faut beaucoup de détermination, arriver à discuter et à surmonter même les différents points de vue qu'on peut avoir. Pour nous, ça a été extrêmement compliqué, on s'en est sorti. Mais ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de la voir comme ça. Regardez, elle vient, elle retrouve le sourire, elle parle de ses projets, elle a envie de faire des choses, c'est génial. Voilà. Donc la satisfaction, en fait, vaut 1000 fois les engagements et tous les efforts qu'on a dû faire pendant ces 3 dernières années pour en arriver. Maintenant, je vais vous parler un peu de la jeunesse, l'état de la jeunesse en France, parce que moi j'entends des choses, je me pose des questions, j'entends des sondages, des études qui sont faites, qui sont publiées, et je me dis, on ne va pas tous sur la même planète. On a fait une enquête avec hier, on a posté sur Instagram, qui était plutôt bien faite, on a eu énormément de participation, on a 7 000 jeunes qui ont répondu à notre enquête. Et ce qui ressort de cette enquête, c'est qu'aujourd'hui, on a, d'après notre enquête, 26,5% des jeunes qui se disent épanouis. C'est peu, c'est très peu. Ça veut bien dire que 3/4 des jeunes ne se sentent pas épanouis. Et une grande partie d'entre eux se sentent vraiment moyennement bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment un événement peut basculer. Vous savez, un déménagement, un divorce, un décès dans la famille, des épreuves en fait qu'on rencontre un petit peu au quotidien dans toutes les familles. Donc le moindre de ces événements aujourd'hui peut être un élément déclencheur d'un mal-être profond chez ces jeunes. On a dans ces statistiques 55% des jeunes qui se sont régulièrement sentis mal au cours des 12 derniers mois. Donc c'est un phénomène que le mal-être est un phénomène très fréquent, très répandu auprès de la jeunesse. Et ce qui est important de savoir, c'est que 65% d'entre eux n'en ont parlé à personne. Donc ils n'ont personne à qui s'adresser. Et pourtant ils aimeraient pouvoir parler à leurs proches. Concernant le harcèlement, nous,
17% des jeunes qu'on a interrogés ont été régulièrement harcelés. 41% ont été à plusieurs reprises harcelés. Ça veut dire que nous avons presque 60% des élèves qui ont déjà subi, dans une certaine mesure, de harcèlement. Quand j'entends, moi, des comptes rendus où on dit qu'il y a un élève par classe qui est harcelé, je me dis, mais comment ils ont fait leur enquête? Alors, je vais vous dire pourquoi. La raison est très simple. Quand vous avez un formulaire officiel envoyé à des élèves avec un questionnaire, on leur dit remplissez ce formulaire. C'est bien. Mais quand vous avez des jeunes qui parlent à des jeunes, un influenceur qui envoie des questions, là, ils parlent de manière sincère et ouverte. Parce qu'ils n'ont pas du tout cette préjugés sur la démarche qui est mise en route. Ils ont peur, par exemple, quand ils répondent à des questionnaires à l'école, que ce soit pas anonyme, que les informations soient utilisées contre eux, qu'on puisse ensuite les pointer du doigt. Ah, tu as dénoncé le harcèlement. Vous savez, dénoncer du harcèlement, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas uniquement aller voir son père, sa mère et lui dire je suis harcelé, et alors quoi, on fait quoi? Les parents vont voir le proviseur? Oui, bien sûr. Ou ils vont déposer plainte, absolument. Est-ce qu'à un moment on se soucie de ce que ressent l'enfant? Est-ce qu'à un moment on se pose la question de savoir comment il va vivre cette dénonciation au sein de son établissement? Quand vous dénoncez des faits de harcèlement, vous êtes une balance. Et quand vous êtes une balance, vous en prenez une double dose. Donc c'est pour ça aussi que souvent ils ne parlent pas, ils n'évoquent pas ces sujets de harcèlement, parce qu'ils ont peur que leurs parents prennent des mesures sans finalement se concerter avec eux, les préparer par rapport aux conséquences que peut avoir cette dénonciation. C'est des phénomènes qui, en fait, en gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que finalement la parole des jeunes, on ne peut pas. On ne prend pas en compte en fait ce qu'eux ressentent dans ces situations. Alors, moi, ce que je veux dire aussi aux jeunes, on a un certain nombre qui sont ici, c'est que finalement, aujourd'hui, c'est compliqué pour eux de vivre dans un monde qui est très anxieux. Alors, on a des problèmes climatiques, écologiques, environnementaux, l'emploi, voilà, tout est très compliqué. Le Covid qui a laissé énormément de traces chez les jeunes. Et en fait, avec tous ces phénomènes, finalement, ils ont tendance à s'isoler, à se couper du monde. Et nous, on doit aussi faire en sorte de comprendre pourquoi il y a un tel fossé. Et pourquoi on n'arrive plus à communiquer avec les jeunes? C'est une question qu'on s'est beaucoup posée avec Lignel quand elle était pas là. D'abord, je veux dire, on réplique un modèle qu'on a connu. Ceux qui ont dans la salle ici 40, 50, 60 ans, le savent, on essaye finalement, on se dit finalement ça a bien fonctionné pour moi, ça a bien fonctionné pour mes enfants. Donc on réplique finalement l'éducation qu'on a reçue et malheureusement, enfin pas malheureusement, c'est une bonne chose, le monde a énormément évolué depuis. Ce qui fait qu'on ne comprend pas du tout leur code, on n'essaie pas d'adapter notre attitude à l'évolution de la société. Et surtout, nos jeunes, ils refusent de grandir sur le même schéma que les nôtres. C'est quelque chose qu'on voit à la maison avec des enfants de plus en plus. De plus en plus et de plus en plus jeunes. Mais c'est aussi des choses qu'on voit dans l'entreprise. Moi, j'ai été chef d'entreprise depuis toujours. Et je peux vous dire que la génération Z, on ne travaille pas avec eux de la même manière qu'avec les milléniaux, ceux d'avant. Voilà, ceux qui ont aujourd'hui 35 à 40 ans, on est né dans des schémas complètement différents. Aujourd'hui, un jeune, il est né dans le digital. Ça fait partie de sa vie. Qu'est-ce qu'on fait? On le rêve? Je sais pas, c'est ce que j'entends. Il faut couper des écrans tout le temps, en permanence, restreindre, sanctionner. Et d'abord, si on comprend ce qu'ils font avec, et si on peut-être de leur montrer comment on peut en faire des usages positifs. Et comment ça peut être une source d'information qui est très enrichissante. Ensuite, ils sont ados de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, mais c'est certainement ces contenus aussi qui les font, qu'ils évoluent dans un monde différent. On voit aujourd'hui à 10 ans, 11 ans, des jeunes qui sont connectés, qui sont sur les réseaux, qui connaissent énormément de choses, d'ailleurs des choses très intéressantes. Nous, on peut vous dire, on a un enfant qui a 20 ans, je peux vous dire qu'il peut vous coller sur n'importe quel sujet. Il va vous parler de la reproduction des tortues en Amérique latine, et vous allez dire, mais comment tu sais ça? Parce qu'il a vu des reportages, parce qu'il a utilisé Internet aussi pour se documenter, apprendre des choses, et il est assez impressionnant sur le sujet. Il nous a collé un paquet de fois. Et en plus, parfois il me sort des trucs, je lui dis c'est pas possible. Je lui dis tu racontes un truc, c'est complètement aberrant, et je vérifie en fait il a raison. Donc il a quand même emmagasiné énormément d'informations grâce à ça. Ensuite, on nous fait croire en fait que l'autorité va résoudre tous les problèmes. Vous savez, la contrainte, on interdit, on enlève les téléphones. Ben non, vous savez ce qu'on va faire en étant autoritaire davantage d'autorité avec les jeunes? C'est très simple. Et bien, ils vont s'isoler encore plus. Ils vont encore moins nous parler. Ils vont encore moins nous faire participer à leur évolution, à leurs problèmes, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est ça en fait l'autorité. La génération Z, la génération alpha maintenant, parce que les plus jeunes aujourd'hui, on a changé encore.
C'est ceux vraiment qui sont nés avec un téléphone. La génération alpha, aujourd'hui, c'est une génération qui souhaite être responsabilisée, qui souhaite être dans un lien de confiance. C'est une génération qui souhaite être coachée. Et vous savez, regardez comment ça se passe dans l'entreprise. Pourquoi ça fonctionne dans l'entreprise? Parce qu'on a su s'adapter dans l'entreprise. On a su. Aujourd'hui, on n'a plus de manager, on a des coachs. Aujourd'hui, on laisse ces salariés s'organiser comme ils le veulent. On les juge sur leurs résultats, on leur aménage du temps libre. On n'est pas là à remettre des contraintes. Le management à l'ancienne, on dit attention, il faut être à 8h55 au bureau, et il faut faire ci, il faut faire ça. C'est fini. Si vous faites ça, vous ne recrutez plus personne. Et bien en fait, les jeunes, c'est exactement la même chose. Ils sont exactement dans ce schéma. Je ne sais pas d'où il vient. On est attaqué par un petit insecte. Donc ces jeunes, ils sont exactement dans ce schéma où ils se disent finalement, nous, on veut devenir autonome, on veut s'autogérer et on veut simplement que nos parents soient là comme un filet de sécurité. Donc qu'est-ce qu'on devrait peut-être être, nos parents? Nous, on est la lumière. On leur éclaire le chemin. Mais le chemin est développement par eux-mêmes. Vous pouvez interdire tout ce que vous voulez. Vous pouvez interdire les réseaux, vous pouvez interdire les écrans. Ils trouveront toujours des paramètres pour accéder à ces informations. Donc la contrainte, en fait, pour moi, ne résoudra rien. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? C'est peut-être évoluer au niveau de notre approche vis-à-vis des jeunes. Essayer de discuter, s'intéresser, se plonger dans leur monde. On dit tout le temps c'est de la faute des réseaux. Moi j'entends ça tout le temps. Les réseaux sont la cause de tous les malheurs de la planète. Mais non. Est-ce que parmi les personnes ici, les parents qui sont ici, et je pense qu'il y en a beaucoup, est-ce que vous êtes allés voir comment ça fonctionnait TikTok? Est-ce que vous avez demandé par exemple à vos enfants de vous montrer des vidéos, comment ils créent du contenu? Alors, de comprendre et peut-être pourquoi pas de participer à leur contenu. Voilà. Ben, ça, c'est une manière d'inclure, en fait, de s'inclure dans leur monde et de leur dire regarde, la porte est ouverte. On est là pour toi, on te comprend, on comprend qu'on ne fonctionne plus de la même manière. Et hormis, au lieu de faire ça, aujourd'hui, ce qu'on est en train de dire, c'est attention, il faut restreindre avec 30 minutes d'écran à 5 minutes, ceci. Oui, bien sûr, il faut restreindre. Mais il faut aussi, et surtout, essayer de comprendre, essayer d'accompagner ces jeunes qui ont du mal à trouver du sens aux choses. Il faut aussi faire preuve de soutien, d'empathie. Comment s'est passée ta journée? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu te sens bien à l'école? Tout simplement. Voilà. Vous savez que dans notre sondage, 31% des jeunes qu'on a interrogés ne se sentent pas à l'aise dans leur école. Un tiers. C'est quand même impressionnant. Un tiers des élèves se sentent mal dans leur école. Ils ont besoin aussi d'attention, ils ont besoin de ne pas se sentir jugés. Là, ce que je vous redonne, en fait, c'est toutes les causes qui font que les jeunes ne parlent pas à leurs parents. C'est ce qui est remonté dans notre sondage. Donc, ils ont besoin de. Ils ont peur. En fait, ils ne veulent pas parler à leurs parents parce qu'ils ont peur. Par contre, vous savez quoi? Ils sont 86% à être prêts à faire des efforts pour améliorer leur relation avec leurs parents. Donc, ils en ont besoin, ce lien avec leurs parents. Ils le demandent, ils le réclament. Et simplement, le fossé est tellement grand que personne ne franchit pour les pas. Nous, on est les adultes. C'est à nous de faire ce pas. C'est pas eux, c'est à nous, en tant qu'adultes, de leur montrer qu'on s'ouvre à leur monde et qu'on est prêt à les écouter et qu'on est disponible pour eux. Nous, on a eu de la chance, parce qu'on était disponible avec mon épouse. On ne travaille pas tous les deux. Au moment où ça s'est produit, on travaillait pas. Donc ça a été parfait. On a pu consacrer du temps. On a des moyens financiers, on a pu prendre voir des psychologues, des psychiatres. Mais j'essaie de le mettre 2 secondes à la place. D'une maman célibataire qui a 2 enfants, qui travaille du matin au soir, qui fait 3 heures de transport, qui doit gérer ce genre de difficultés. Honnêtement, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment on peut résoudre ce genre de situation dans des contextes aussi compliqués. Quand je vois à quel point ça a été difficile pour nous, malgré en fait, les facilités entre guillemets qu'on avait pour mettre en place des soutiens pour nos filles. Donc en fait, avec Niel et puis avec le docteur Morin, qui est à ma gauche, qui a après la parole, on s'est engagé dans ce combat, il l'a dit, et on s'est engagé par 2 manières. D'abord, la sensibilisation, voilà, démystifier le problème, que ce soit au niveau des jeunes, que ce soit au niveau du monde adulte. Je pense que pour faire sauter un peu ces désaccords, en fait, ces incompréhensions, il est important d'en parler et d'être une source d'information pour les deux. Imaginez-vous en tant que parent, et il y a sûrement ici des parents qui n'ont jamais été confrontés à ces difficultés, qui, je vous rappelle, peuvent arriver à n'importe quoi. Imaginez demain, vous constatez, par exemple, des marques de mutilation sur le bras de votre enfant. Qu'est-ce que vous faites? Vous savez, c'est compliqué, hein, quand on n'a pas été préparé à ce genre de phénomène. Comment on réagit face à ce type de phénomène? Vous constatez que votre enfant ne mange plus. Alors, comment est-ce qu'on aborde le sujet?
Ben ça, c'est tout le travail qu'on veut faire en termes de sensibilisation, c'est essayer de donner une démarche assez simple des problèmes que tout le monde peut rencontrer dans l'éducation de ses enfants, de manière à ce qu'on ait la démarche la plus appropriée pour créer ce lien, parce que l'essentiel, c'est que l'enfant puisse nous parler, qu'il se sente soutenu par son entourage. Ça, on va le faire au travers d'une fondation. On est en train de demander une fondation qui va prendre des engagements très forts et qui va essentiellement des engagements en termes de communication, mais aussi des engagements en termes, je dirais, d'implication de tous les acteurs qui peuvent jouer un rôle dans l'amélioration de la santé mentale des jeunes. C'est les entreprises. Vous savez, ils sont responsables dans les entreprises. Quand vous ramenez le travail à la maison et la maison au travail, vous n'avez plus d'espace privé. Quand vous êtes à la maison à table et que vous avez un mail, ben vous répondez, puis après vous expliquez à votre enfant qu'il doit pas prendre son téléphone. C'est compliqué. Donc forcément, il y a forcément une responsabilité qui est assez importante et on souhaite, nous, créer un statut de référent dans les entreprises pour qu'un parent en difficulté dans sa famille, avec un de ses enfants, puisse avoir une personne de confiance à qui il puisse s'adresser, auprès de qui il puisse trouver de la ressource, des conseils et qui puisse être son relais dans l'entreprise afin d'aménager par exemple son emploi du temps ou sa charge de travail pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants. Parce qu'un parent dont un des enfants va mal ne travaille plus. Il faut le savoir, les priorités, elles changent complètement. Voilà, c'est ce genre d'avancée qu'on voudrait faire. On parlait des écoles, mais elle a la chance d'être dans une école qui est incroyable, qui est une école anglaise, à Paris, et dans laquelle elle a une personne qui est en charge qui vient mettre les élèves. Pourquoi on n'a pas ça dans les établissements? Une personne qui a une confidentialité, une confiance, où les enfants peuvent aller s'exprimer de manière sereine. Parce qu'aujourd'hui, quand on va voir peut-être la psychologue scolaire ou l'assistante sociale qui est à l'école, ils savent que ça va avoir des conséquences directes. Leurs actions vont avoir des conséquences immédiates et ils savent qu'ils peuvent mettre même leurs parents dans des situations très compliquées. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent pas. Voilà. Donc ils prennent sur eux jusqu'au jour où ils explosent. Et quand ils explosent, bah, vous savez ce qui se passe, vous les retrouvez sur un lit d'hôpital. Voilà. C'est ça qui se passe, dans le meilleur des cas. Dans certains cas, c'est pire. Donc voilà un petit peu comment on souhaite nous changer les choses aussi avec les collectivités locales qui sont très impliquées, je dirais, dans la relation avec leurs administrés, dans leur commune en particulier, qui ont besoin aussi d'avoir de la formation, qui ont besoin de comprendre comment agir auprès des jeunes en difficulté ou des familles qui se trouvent débordées par leurs enfants, qui n'arrivent plus à gérer, qui n'arrivent plus, je dirais, à rétablir ce lien et cette confiance avec leurs jeunes. Aujourd'hui, Miel représente beaucoup de monde. Alors, elle est suivie aujourd'hui par 1 400 000 jeunes. C'est énorme. Et vous savez, ce qui est bien, c'est que quand elle communique, les jeunes ils l'écoutent. Pourquoi? Parce qu'elle est jeune. Donc pourquoi on n'utilise pas tous ces moyens de communication? Ils ne vous en doutent pas, vous adultes, les ministres, enfin, ouais, alors c'est bien, Gabriel Attal, il va faire un discours, il va faire un TikTok en disant regardez, on fait des choses super, super, super. Et ils trouvent ça bien, c'est sympa. Mais est-ce que ça porte vraiment pour passer des messages? Leur modèle, ce sont les créateurs de contenu. C'est ça leur modèle. Donc si on veut distiller des messages, c'est par eux qu'on peut les distiller. On a aussi dans l'action, on va créer une communauté de professionnels de la santé mentale, professionnels du soin, avec qui on va créer tous ces contenus. Donc, on fait quand même, on essaie de faire des choses de manière intelligente, des choses qui fonctionnent. C'est pour ça d'ailleurs que le Dr Morin, qui est à ma gauche, s'associe à notre projet. Parce qu'elle nous connaît, elle connaît notre histoire, et elle y croit, elle a bien compris que ce changement il était nécessaire. Et on va également travailler aujourd'hui, et en développant, on travaille d'ailleurs déjà, parce qu'on a déjà une dizaine de personnes au niveau de l'équipe, en 2 mois qu'on a démarré à développer ce produit. On travaille donc actuellement, on en a parlé, sur une application dont l'objet est vraiment de créer d'une part une safe place, une boîte à outils pour les jeunes, avec un ensemble de fonctionnalités qui vont les aider au quotidien, et d'autre part quelque chose qui, dans l'outil, des fonctionnalités qui vont aider peut-être à réinventer, à communiquer différemment. Est-ce que c'est grave de communiquer via une application avec ses enfants? Est-ce qu'il vaut mieux commencer par communiquer via une application pour ensuite recommuniquer dans la vie, ou est-ce qu'il vaut mieux ne plus communiquer du tout? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'on se met à niveau de nos enfants? Est-ce qu'on accepte qu'ils travaillent avec des outils digitaux pour se parler? Puis en plus, il y a des avantages incroyables. Quand vous êtes divorcé et que vous avez vos enfants une semaine sur 2, ou que vous les voyez un week-end de 15 jours, comment vous gardez le lien avec vos enfants aujourd'hui? Ils téléphonent plus les jeunes. Ils ne savent pas ce que c'est le téléphone. C'est le message. Ça se fait avec les doigts, ça se fait même plus avec la voix. Donc tout ça, ça a des avantages qui sont énormes. On travaille dessus. On sera prêt en septembre et on espère que tout ça contribuera
à améliorer la condition de jeunes, à faire évoluer, vous savez, ces 25% de jeunes épanouis. Et bien, si on arrive à 25,1%, on sera content. Voilà, merci pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dr Morin, je suis effectivement médecin psychiatre, à la fois à l'hôpital public et au libéral. Je ne serai pas très longue, l'idée c'est de venir effectivement apporter ma contribution médicale par rapport à ce projet et par rapport à la santé mentale en général pour les jeunes. Comme le dit l'OMS, il n'y a pas de santé sans la santé mentale. Et qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? C'est une vraie question. Une bonne santé mentale, comme nous avons pu en discuter et comme Ophélia a pu le dire, c'est d'arriver à maintenir un équilibre. Un équilibre qui permet à chacun de trouver un état satisfaisant malgré les moments difficiles de la vie. Parce qu'effectivement, tout le monde peut en rencontrer. À ce jour, il y a un constat qui est général concernant la santé mentale. Il y a une dégradation dans l'ensemble de la population et effectivement, particulièrement aussi chez les jeunes. On remarque aussi, de manière logique, une augmentation croissante de la demande de soins en psychiatrie. Et malheureusement, le système de soins dans son ensemble peine à répondre à toutes ces demandes. En tant que psychiatre d'adultes et d'adolescents, c'est ce qu'on constate au quotidien. Il y a énormément de mal-être et chez tous les jeunes, ça s'installe de plus en plus précocement, notamment aussi par les réseaux, par toute cette interconnexion qui est dans tous les milieux, à l'école, en famille, et même dans les activités extérieures, les activités sportives, les colonies de vacances, il n'y a plus de limite. Ce qui est évident dans la santé mentale, c'est comme dans la santé physique. La prévention est essentielle. On a toutes les pubs, manger, bouger, le sport, l'alimentation saine, ça limite le risque cardiovasculaire. Et bien en santé mentale, c'est la même chose. Il y a une prévention qui est essentielle. Et qu'est-ce que c'est la prévention en santé mentale? Eh bien, la prévention en santé mentale, c'est d'apprendre à se connaître, apprendre à savoir comment on fonctionne. La prévention en santé mentale, c'est aussi savoir à qui on va pouvoir s'adresser dans les moments compliqués. Parce que c'est pas quand ça va mal qu'il faut se poser ce genre de questions. Et en amont, savoir à qui on peut parler. Donc, évidemment, le réseau familial est essentiel. Aussi, en milieu scolaire, à qui on va pouvoir s'adresser. En milieu sportif, à qui on va pouvoir s'adresser. Ça touche tous les aspects de la vie. Combien de parents se retrouvent démunis quand ils retrouvent leurs jeunes, que l'école les appelle, que l'hôpital les appelle, qu'une collectivité les appelle. Votre jeune s'est scarifié, votre jeune nous a dit qu'il voulait se suicider. Et effectivement, une fois qu'on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait? C'est vraiment des préoccupations de santé publique qui sont urgentes et très importantes. C'est à partir de ces constats, et effectivement de la rencontre avec Miel et sa famille, dont malheureusement le parcours illustre trop bien la réalité, que nous avons travaillé sur ce projet d'outil de prévention qui sera accessible à tous et utilisable au quotidien. L'idée, c'est de pouvoir se familiariser avec qui on est, pour reprendre aussi les propos, ce qu'on vaut, parce qu'on a tous en soi des ressources et un potentiel, et il faut y croire. Ce projet, donc, d'outil de prévention, pour moi, ça m'a paru comme une évidence. Et c'est avec la passion de mon métier que je me suis engagée dedans. Le but, c'est d'accompagner les jeunes, les adultes, les parents, en leur proposant des outils et du contenu qui est validé soit par des données scientifiques, soit par des experts dans le domaine de la santé mentale, pour proposer du contenu qui est pertinent et dans un langage qui soit accessible à tous. L'idée, c'est pas d'avoir un verbiage surannée où personne ne va rien comprendre. Utiliser les mots qui sont employés au quotidien pour pouvoir faire face justement à toute cette souffrance. L'idée aussi, c'est effectivement de favoriser la création du lien. Le lien, c'est essentiel. Le lien familial, le lien social, le lien aussi en milieu scolaire, le lien professionnel. C'est là-dessus que se base le maintien de la santé mentale. L'outil digital, effectivement, nous a paru formidable.
Pourquoi? Son pouvoir de diffusion. Certes, il diffuse du négatif, du cyberharcèlement, etc., mais aussi, comme on a pu le voir avec Miel, avec Ophélia, du contenu extrêmement positif et accessible à tous. Pour le développement de cet outil de prévention, nous souhaitons effectivement, comme l'a dit Gershom, travailler avec un ensemble de professionnels pour ne pas être dans des hypothèses, dans des choses qui sont sans fondement, et proposer quelque chose de concret et qui soit vraiment pertinent et validé. En conclusion, je dirais que dans le domaine de la santé mentale, le lien, c'est la base du soin, et son maintien nous permettra d'aller plus loin. Merci beaucoup.